Tu es né à Châteaubriand, pour un épicurien, c'est presque un pléonasme. Ingénieur Télécom Paris, et tu rentres, première boîte, chez Microsoft. Tu vas y rester 17 ans et tu as été le 60e salarié de Microsoft en France, sachant qu'aujourd'hui, Microsoft a combien de collaborateurs? 1750. Alors, c'était une start-up à l'époque, non? Absolument. Il y a même dans le monde 240 000 personnes aujourd'hui, plus de 200 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et à l'époque, c'était 500 millions et 2500 personnes dans le monde. Donc c'était comme une start-up. C'est plutôt, je dirais, même une scale-up, on va dire. Puisque, Ouais. voilà. C'est allé vite, quoi. Alors, parmi tes rencontres chez Microsoft, tu es notamment parti avec un certain Bill Gates. Oui. Et vous êtes partis, tous les deux, je suppose qu'il y a d'autres personnes, en Inde. Raconte-nous un peu de cette jolie histoire. Alors là, c'était un peu plus tard, quand j'avais un peu monté dans les échelons de la société, si je puis dire. J'ai eu, à la fois dans ma fonction de président de Microsoft France, mais aussi à un moment en Asie du Sud, basé à Singapour, j'ai eu l'occasion, effectivement, de passer quelques journées avec Bill Gates, qui étaient assez angoissantes et intenses, mais finalement très, très, très enrichissantes. Et en Inde, effectivement, c'était en 2000. On s'est retrouvé accueillis finalement, surtout lui, hein, parce que moi j'étais juste dans la voiture, mais comme une rockstar absolument incroyable, avec des nuées de scooters, des nuées de voitures autour, de photographes dans tous les sens. Et ça a été ça pendant toute la journée, avec ensuite une réunion assez surréaliste où on s'est retrouvé autour d'une table avec... il y avait à l'époque 19 États en Inde et il y avait, je crois, 18 des 19 premiers ministres de chaque État. Et chacun a fait la réclame de pourquoi Microsoft devait mettre un centre de R&D dans le Maharashtra, dans le Kerala, etc. Dans tous les États. C'était absolument fabuleux. Alors, 1998, tu fais référence à ça, donc tu pars vivre à Tokyo. Ton job là-bas, c'était quoi? Alors, justement, plutôt que de partir à Seattle après 10 ans chez Microsoft, eh bien, je me suis dit, bon, j'avais pas envie d'aller dans un headquarter au milieu de gens que je considère un peu bureaucrates parfois, et je voulais aller sur le terrain, donc j'étais chief of staff du patron Asie. Et c'est bien parce qu'on se retrouve dans un petit headquarter à Tokyo, au milieu de beaucoup de Japonais, mais avec une responsabilité sur l'Asie que je connaissais pas du tout. La première fois de ma vie que je suis allé à Tokyo, je suis parti avec ma femme pour découvrir à quoi ça ressemblait. On y est allé avec ma fille à l'époque et on habitait là-bas. Et j'ai découvert l'Asie qu'on voit souvent comme un bloc unique de l'extérieur, alors qu'en fait il y a une diversité de taille de marché, une diversité de maturité. Avec des pays émergents, des pays qui le sont moins, et une diversité de population avec des marchés qui sont parfois complètement énormes, et aussi culturels. C'est-à-dire qu'on ne fait pas du business avec un Japonais comme on fait, finalement, on peut faire du business à Singapour avec des façons de développer les affaires assez similaires à ce qu'on fait en France. C'est la même chose à Hong Kong, mais évidemment à Tokyo c'est différent. Et donc voilà, j'ai pu appréhender cette diversité. C'était une expérience fabuleuse et aussi qui m'a permis de progresser dans la société, et donc c'est pour ça que j'encourage toujours les jeunes quand ils ont le choix, à faire le choix de l'expatriation. Tu as vécu aussi à Singapour, Christophe, donc ça a été aussi une belle aventure à Singapour? Oui, alors après Tokyo, j'étais à Singapour et parce qu'on m'a très vite, en fait, je me suis retrouvé promu de l'Asie du Sud, c'est-à-dire toute l'Asie du Sud-Est et l'Inde. Et ce qui était intéressant, c'est qu'à l'époque, c'était un petit marché, il faisait 300 millions de dollars de chiffre d'affaires pour Microsoft, donc les dirigeants ne se réveillaient pas tous les matins en disant qu'est-ce qui se passe au Vietnam ou qu'est-ce qui se passe en Indonésie. Donc ça a été pour moi un bon territoire pour progresser, lancer des initiatives. Et j'avais finalement une certaine liberté. Et j'ai pu finalement goûter et apprécier le dynamisme, l'aspect extrêmement positif des gens dans ces pays émergents qui prenaient tout problème comme une opportunité, quoi. C'était vraiment un positivisme incroyable. Alors 2001, donc tu deviens président de Microsoft France. La France a toujours été un pays stratégique pour la boîte ou alors c'était marginal? Non, c'était la 4e ou 5e filiale à l'époque. Donc c'était un pays stratégique. Et là, c'était pas la même histoire parce qu'évidemment, il était beaucoup plus conséquent et un des pays majeurs. Et c'était surtout une époque un peu compliquée pour Microsoft où il y avait l'open source qui apparaissait, Microsoft qui avait un peu de mal à appréhender les choses, des procès, et donc je devais être un peu le porte-parole dans un environnement un peu hostile, alors que aujourd'hui, Microsoft est au contraire a formidablement réussi ce changement d'image. Et tu avais également, donc à cette époque, Steve Ballmer, qui était ton président. On a d'ailleurs monté une opération ensemble au Georges V, qui était assez génial. Alors ce garçon, quand même, il s'arrête jamais, quoi, parce que je me souviens très bien, ce jour-là, il était le matin à Moscou, à 11h, il était en Italie, à Milan, à 16h en France, ici avec le SIGREF. Après, il venait à la soirée spéciale du Wine Business avec toi. Et après, il était fatigué, il dit, je vais aller me coucher. Et puis en fait, il y avait une moto-taxi, il se barrait, il allait dîner à Londres.
Et c'est un sportif de haut niveau, ça. C'est quelqu'un de très actif et c'est vrai qu'il a parfois, pour ceux qui le connaissent, je trouve que ce qui était intéressant chez Microsoft, c'est qu'il y avait Bill Gates et Steve Ballmer. Et d'ailleurs, on voit souvent dans des grandes réussites des complémentarités entre quelqu'un qui est plus visionnaire, plus technique, plus stratège et quelqu'un qui est plus dans l'opérationnel. Et c'était un couple qui fonctionnait, si je puis dire, très, très, très bien. Après, il y a eu des échecs, mais dans toutes ces années 90, ça a été absolument, début des années 2000, absolument formidable. C'était quelqu'un il avait parfois l'image un peu de brute épaisse parce qu'on voit ces images, voilà. Mais en fait, il était extrêmement respectueux des personnes qui étaient sur le terrain. Je crois que c'est quelqu'un qui avait une grande qualité que peu de dirigeants ont, c'est qu'il ne confondait pas le message et le messager. C'est-à-dire quelqu'un à qui vous pouviez dire « j'ai un client qui n'est pas content ». Et la réponse, c'est pas je te vire. Non, explique-moi ce qui se passe. Alors qu'il y a beaucoup de dirigeants auprès desquels on n'ose pas trop annoncer de mauvaises nouvelles. Et ça, c'est quelque chose qui était très ancré, à mon avis. Un des facteurs de succès de Microsoft, c'est ce que Bill Gates avait toujours dit, bad news should travel fast. Aussi vite que les bonnes nouvelles. Au bout de 17 ans, tu quittes le groupe. On t'a viré ou t'es parti ? Non, je suis parti, mais personne n'a vraiment compris, sauf que moi, j'avais au fond de moi l'intuition que si je restais, j'allais y passer 30 ans, ce qui aurait été vraiment très bien. Mais j'étais un peu... C'est des entreprises dans lesquelles il y a une telle puissance de la marque, qu'au bout d'un moment, on se sent un très bon soldat, mais d'un système. Et on a envie de faire des choses par soi-même, de se dire, moi, j'ai envie de prendre la barre et d'être le capitaine à bord du bateau et pas seulement un excellent moussaillon, si je puis dire. Et donc, j'ai décidé de partir. J'ai fait un pari audacieux qui était de rejoindre la direction générale du groupe Altran, qui était en pleine phase de retournement. Les choses ne se sont pas très bien passées. Pour toi, c'est quoi Altran ? C'est un échec positif ou négatif à titre personnel ? Très positif. Ça a été très dur parce qu'effectivement, quand on a un échec, mais disons, c'est le pas que j'ai fait. Combien de temps tu es resté chez eux, dans le groupe ? 2 ans. C'est le pas que j'ai fait en dehors du monde corporate. Et c'est vrai que j'ai théorisé un peu ça sur cette notion de life after corporate. Et c'est un vrai problème pour beaucoup de gens qui se retrouvent après 15, 20, 30 ans dans une entreprise. Dans le monde entrepreneurial, c'est complètement différent. On n'a plus la carte de visite avec le logo, on n'est plus porté. Il faut se réinventer par soi-même. C'est un peu le chemin que j'ai fait au cours des années qui ont suivi. Quand tu vois la problématique d'Atos, tu as un sujet, tu as un avis sur le sujet ou pas ? Sur Atos, je pense qu'ils ont raison de splitter les deux activités et qu'il faut, à mon avis, se concentrer sur le big data et l'autre. Moi, ça ne m'inquiète pas trop de savoir que Kretinsky va prendre des parts de marché des parts dans une société qui est plutôt un acteur du service de l'ingénierie traditionnelle. Pour moi, ça n'a pas la valeur ajoutée qu'à l'autre partie. Alors, tu as également allé du côté de la politique, alors dans un joli port de pêche qui s'appelle Neuilly-sur-Seine. Il y a des îles. Absolument, tu as raison, oui. Et donc, tu as aidé un certain Jean-Christophe Fromentin à devenir maire, c'est ça ? Comment tu as vécu cette période ? Ça tombait, après mon départ d'Altran, j'étais un peu là, qu'est-ce que je vais faire ? Je ne sais pas trop, je me cherchais. Et il se trouve que j'étais à Neuilly. Nicolas Sarkozy avait été élu en 2007 avec 87% des voix au deuxième tour. Et pour les municipales qui suivaient en 2008, il annonce que David Martinon allait être le prochain maire. Et comme beaucoup de Neuillyens, j'ai été choqué en disant on est quand même capable d'avoir des gens Neuillyens qui sont... Et il y avait un gars un entrepreneur qui avait dit non, moi je vais porter ma candidature. Et c'était donc Jean-Christophe Fromentin. Et on est parti à 4 dans une cuisine en novembre 2007 et 3 mois après, on était convoqué à l'Élysée par Nicolas Sarkozy qui essayait de nous convaincre de prendre son fils sur la liste. Et ça a été je vais pas. Pourtant, c'est pas son genre d'essayer de convaincre les gens. Hein. Mais c'est qu'il a une capacité à être à la fois dans la séduction et la pression qui est assez intéressante. Et alors, donc là, tu as fait plein de choses. Tu as notamment créé le Neuilly Lab, Christophe. Oui, alors on parlait tout à l'heure des espaces de coworking. Je n'ai pas l'ambition d'un Régus, mais à l'époque, c'était nous. On avait créé un open space de coworking. Donc, et en fait, qui s'appelle le Neuilly Lab. Et qui continue à exister. Il a fait naître un certain nombre de jeunes pousses qui ont très très bien réussi. Et je pense que c'est à mettre au crédit de Jean-Christophe Fromentin, parce que moi j'ai juste fait un mandat en tant que premier adjoint et après je suis reparti en Asie pour d'autres aventures. Mais en fait, en général, les hommes politiques lancent des initiatives, font le communiqué de presse, la photo, puis après il ne se passe plus rien. Et là, on est maintenant 15 ans après, il continue à exister, il a un rythme, des événements, et donc c'est une initiative qui a perduré, qui je pense était très intéressante, parce que
plutôt d'acheter de l'immobilier très cher, on avait créé un incubateur, enfin un open space qui permettait de partager entre différentes entreprises. Donc le coût était très négligeable pour la municipalité. Et avec le recul, Christophe, quel regard tu portes sur la politique, en tout cas la politique locale telle que tu l'as vécue? Il y a des gens bien, il y a des pourris. Le mandat local est un mandat, c'est un sacerdoce. Parce que de plus en plus, malheureusement, les citoyens ont une relation client de consommateur et la notion de bien commun est difficile à partager. Alors, bien évidemment, les incivilités à Neuilly, hein, c'est le 4x4 qui est garé en 3e file. Bon, c'est pas Aubervilliers non plus, mais bon, on est quand même... c'est très très dur, et je pense qu'on ne mesure pas le temps que ça prend. Sur le maire de Neuilly, c'est 4 000 € d'indemnité mensuelle, et c'est un job à plein temps avec des responsabilités énormes, plein de métiers, les écoles, la police municipale, les jardins, les associations, enfin, c'est très large. Donc c'est un mandat il y a encore un attachement, je pense, des citoyens à leur maire, mais plus globalement sur la politique, moi je me suis dit, bah, tiens, ça a bien marché, on s'est lancé, on a réussi à prendre la mairie de Neuilly à l'UMP en 2008, il faut quand même le faire. Moi, je me suis dit, bon, puis en fait, dès que j'ai commencé, en tout cas c'est un monde d'une dureté terrible. Le monde de l'entreprise peut être difficile, peut être dur, mais le monde politique c'est terrible parce qu'en fait les pires coups viennent de votre propre camp. Et donc, c'est toujours très très compliqué. Et donc moi, je suis trop gentil pour faire de la politique. Donc, je suis resté dans mon mandat local et je suis retourné dans le business. Exactement. Donc, tu as été notamment DG de Nadjeb. Ça a été une belle aventure aussi, Christophe. Ouais, là, une superbe aventure, une PME que j'ai internationalisée qui m'a permis de retourner notamment à Singapour, où j'ai passé 5 ans entre 2013 et 2018. Et là, tu es chairman Board of Cyber. Et oui, et c'est The Boîte dont on parle tout le temps. Là. Voilà, ouais. alors, avec Generali, hein, les deux. Et donc, je suis revenu et ayant été directeur général de plusieurs boîtes, je ne voulais plus avoir la pression opérationnelle au quotidien, donc j'ai décidé de passer du côté investisseur et board member non exécutif. Et ce que je fais avec un fonds d'investissement qui s'appelle Apax, maintenant 72, donc un gros fonds de private equity, il se trouve qu'ils ont investi dans une superbe entreprise qui a été créée par Olivier Pantaléo, qui est là-bas, et qui s'appelle Allemande, qui est une entreprise extraordinaire dans le domaine de la cybersécurité, qui fait tous les métiers de la cyber, et qui avait en son sein une pépite logicielle. Et il y a une très grande intelligence qu'il faut reconnaître d'Olivier et de Jean-François qui, plutôt que de se l'approprier dans le business service, ont décidé d'en faire un spin-off. Et j'aide cette entreprise à émerger. Et aujourd'hui, voilà, il y a plus de 150 clients. Ce que fait le produit, c'est très simple. Vous donnez un site web de n'importe quelle société et le produit est capable de regarder de l'extérieur les technologies qui sont utilisées, de donner une notation cyber. Est-ce que c'est une passoire? Est-ce qu'il y a des problèmes? Et une série de recommandations. Donc c'est totalement automatisé. Et vous êtes tous certainement sensibilisés à la cyber. Vous avez peut-être des fournisseurs qui se connectent à votre système d'information. Quand vous avez des centaines de fournisseurs, vous n'allez pas faire un audit à 40 000 € pour chaque fournisseur. Vous allez leur envoyer un questionnaire en espérant qu'ils répondent. Et en fait, non. L'avantage de cet outil, c'est qu'il permet d'avoir quelque chose d'objectif, de 100% automatisé et de pas cher. C'est un super vendeur, Christophe. Alors, toi, tu as mis des ronds aussi en direct, indépendamment des fonds, oui. Dans différentes sociétés. Alors, comment on fait pour mettre des ronds sans se tromper? On se trompe beaucoup. Dans Business Angel, il faut retenir qu'il y a Angel. Hein, c'est pour ça que j'investis pas mal avec fonds de private equity parce que c'est voilà. Mais Business Angel, pourquoi c'est difficile? C'est parce qu'en fait, il y a un fort taux de mortalité dans les startups, qu'il y a tellement d'obstacles sur le chemin que tout peut se passer et que finalement le plus important au bout du bout, c'est la qualité de la femme ou de l'homme entrepreneur. C'est l'humain, parce qu'en fait, il va se passer tellement de choses qu'il faudra être capable d'avoir cette qualité assez unique que moi je recherche, qui est une obsession pour son projet, mais aussi une certaine flexibilité pour pouvoir pivoter. Donc c'est yin et yang, tu vois, c'est asiatique. C'est d'un côté me taper la tête contre les murs, mais au bout d'un moment j'arrête et je contourne. Et c'est ça qu'il faut rechercher chez l'entrepreneur. Et là tu perdras un peu moins d'argent. Christophe, le plus beau métier du monde, c'est quoi? C'est dirigeant d'entreprise, vigneron ou ambassadeur? Oui, alors je sais, parce que quand j'étais gamin, je voulais être ambassadeur. J'ai un peu fait ça avec Microsoft d'une certaine façon. Et ce n'est pas forcément une cause toujours facile à défendre. Mais je crois qu'avec l'expérience, je dirais dirigeant d'entreprise, parce que je crois que l'aventure collective, cette dynamique qu'on arrive à créer, cette somme des parties qui fait que la somme est plus grande que les sommes individuelles, et la combinaison est plus grande que les sommes individuelles, je crois que c'est assez unique.
Christophe, grand amateur de vin, avant les questions spontanées, c'est Olivier Campton qui va poser la première question, Christelle Taré, Fabrice aussi va poser une question, mon cher Fabrice. Toi, tes 2 meilleurs souvenirs de dégustation de vin, un en France et un hors de France, quels sont-ils? En France, je dirais que pour le jour de mes 30 ans, donc il y a très longtemps, j'avais bu, on m'avait offert et on avait dégusté une bouteille de Château Yquem. Et ça avait été une révélation, cette explosion de bouquet, je m'en souviens encore dans la bouche. Et j'avais été. Tu l'as dégusté comme ça ou associé à un plat? C'était à l'apéritif. À l'apéro, tranquille, entre amis. Ouais. Ouais. Et puis à Singapour, alors chez un concurrent, donc, un confrère. Un confrère. Donc, là, mais bon, je pouvais avoir une infidélité puisque j'étais quand même à 12 000 km, hein, donc tu la tolères, je pense. Hein. Voilà, bon, ça ne se reproduira pas, je suis en France maintenant. Et donc, c'est en fait Ficofi qui est dirigé par Philippe Capdouze, qui a une boîte, mais qui a un club d'amateurs de vin. Il m'avait invité, peut-être me prenant pour un prospect. Ouais, t'avais acheté un paquet de pinards, non? Non. C'est-à-dire que lui, voilà, je veux dire, le coût d'entrée au wine, il est vraiment dérisoire, hein, ridicule, parce que lui, il commence par mettre une cave s'il y a plusieurs centaines de milliers d'euros. Hein. Mais en tout cas, j'avais été invité et on avait fait une verticale de Léoville-Lascaz, Saint-Julien, qui avait été formidable. Et ce qui m'a aussi beaucoup amusé, c'est que j'étais à une table à Singapour, donc il y avait deux personnes chinoises. À Singapour, on peut dire la race parce qu'il n'y a pas de droits statistiques ethniques. Et il y avait quelqu'un qui était un amateur, qui connaissait le vin, le Bourgogne, les parcelles. Enfin, c'était un bouquin et qui dégustait, commentait, etc. Et puis il y en avait un autre à côté qui buvait ça, les verres les uns derrière les autres. C'était une expérience où on avait un peu les deux sortes de façon d'accéder à la richesse, de se comporter. Ma plus belle réussite, je pense, en fait, c'est NetGem, parce que c'était une PME et qui m'a permis aussi, quelque part, de retrouver de l'adrénaline. Parce que quand on a... Évidemment, j'étais chez Microsoft, j'aurais pu travailler chez IBM, mais ça n'avait pas le même goût. Là, j'ai pris une PME, avec tout ce que ça veut dire, de 150 personnes, et je l'ai internationalisé. J'ai signé un énorme contrat en Australie, on a créé une équipe là-bas. Donc c'était une découverte pour moi de l'aventure entrepreneuriale et d'un style de leadership différent. L'échec, c'est que parfois, des gens qui font partie de l'équipe fondatrice, qu'il en faisait partie, Steve Ballmer, il avait rejoint en 1980, 3 ans après, il était dans cette croyance que Windows était l'alpha et l'oméga. Et donc, pour lui, il fallait défendre Windows, il fallait défendre le logiciel propriétaire, il ne voulait absolument pas voir ce qui se passait avec l'open source, donc il a enferré Microsoft là-dedans, s'est développé en parallèle tout un ensemble de nouveaux outils. Ils ont commencé à perdre des parts de marché. Il a fallu que quelqu'un arrive pour, en fait, briser un tabou en disant je m'en fous, je vais faire un Excel extraordinairement de qualité sur les tablettes Android. Je vais faire la même chose sur Mac. Et par contre, je vais faire en sorte que tout ça soit diffusé depuis le cloud et je vais créer un nouvel operating system, si je puis dire, dans le cloud. Et ça, c'était le coup de génie de Nadella et il a une capacité d'exécution absolument incroyable. Voilà, ce que j'ai appris en tout cas dans le move, enfin dans le fait que je sois allé chez Altran, c'est que je n'étais probablement... Ce que j'ai appris, c'est que quand on veut quitter le monde corporate, c'est bien de se préparer un petit peu avant et de comprendre, de se préparer au monde. Et voilà, c'est autre chose d'être CEO d'une boîte. Même si on est dirigeant d'une filiale de l'entreprise la plus importante au monde, la plus grosse filiale de l'entreprise la plus importante, ça n'a rien à voir avec le fait d'être CEO d'une boîte. Et je pense que c'est ça que je n'avais pas bien anticipé. Et j'ai fait un très bon boulot, je pense, de COO, mais je n'ai pas bien géré la politique du board, tout un tas de choses. Voilà, bon, il y avait des tas de problèmes, je ne vais pas y revenir, mais à la limite, voilà, bon, après, ça m'a permis de faire plein de trucs. J'aurais jamais fait la campagne électorale, j'aurais jamais fait, voilà, donc il faut. Bon, il devait être génial, il a été, on applaudit chaleureusement Christophe.